C'est le moment de retrouver Jean-Marc Daniel. Votre rendez-vous, c'est l'édito. Et on va parler de ce déficit budgétaire, Jean-Marc, aux États-Unis, qui pose toujours problème à Joe Biden. Oui, exactement. La discussion budgétaire vient de commencer aux États-Unis. Il faut se souvenir que le calendrier budgétaire américain n'est pas exactement le même qu'en Europe. Il n'est pas calé sur l'année civile, mais il est calé sur la récolte anglaise du XIIIe siècle. Et donc, normalement, au mois de mars, on sait exactement quelle récolte on va avoir. Donc, on peut déterminer la ponction fiscale que pourra réaliser le roi et constituer son budget. Donc les Américains ont gardé cette tradition, ils commencent la discussion budgétaire et le document qui a été envoyé par l'administration Biden prévoit sur les 10 ans qui viennent une augmentation de la dette de 20 000 milliards de dollars, c'est-à-dire une augmentation annuelle de 2 000 milliards de dollars, c'est-à-dire un déficit d'environ 2 000 milliards de dollars. Alors ramené au niveau du PIB, le déficit qui est prévu pour l'année qui vient, l'année qui va commencer, l'année budgétaire qui va commencer, sera 6% du PIB et ça paraît beaucoup, mais certaines jeunes personnes aux États-Unis disent, vous savez, depuis Reagan, on sait que ça n'a aucune importance, continuons allègrement. Or, en fait, le FMI a calculé que, compte tenu de la situation de l'économie américaine, il y a ce qu'on appelle un solde budgétaire de plein emploi qui correspond au fait qu'il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas d'inflation, et les comptes extérieurs sont équilibrés. Et si on applique les modèles à l'économie américaine, dans la situation où elle est par rapport à son cycle économique, elle devrait dégager l'année prochaine un excédent de 2% du PIB. Donc vous avez 8% de dépenses publiques, 8% de demandes publiques qui sont injectées dans l'économie américaine et qui normalement ne servent à rien. Alors ça sert à quoi? Ça sert à faire du déficit extérieur, ça sert à maintenir le niveau de vie des Américains, ça sert à donner l'illusion que les États-Unis sont une économie en plein boom, en pleine croissance, en pleine dynamique, que les États-Unis sont en train de damer le pion à l'Europe. Alors je pense que dans une génération, quand les États-Unis seront totalement entre les mains des rentiers japonais, chinois, allemands, les Européens auront le droit de ricaner un peu, eux qui auront été beaucoup plus prudents et qui auront essayé de faire en sorte de ne pas se lancer dans des aventures extrêmement onéreuses au nom d'une croissance qui devient totalement artificielle. D'ailleurs, le gouverneur, le président de la Réserve fédérale, Monsieur Powell, a rappelé une des formules chères au deuxième président des États-Unis, qui s'appelait John Adams, et il disait on détruit un pays de deux façons, par la guerre ou par la dette. Oui. À bon entendeur. Et c'est à bon entendeur. Et c'est pas que pour les États-Unis. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. On fait un point Euronext tout de suite. Avec vous, les marchés. Un record pour la forme en début de séance, Antoine Larigauderie, mais depuis le CAC 40 ne fait plus rien. Oui, 8058 points, effectivement, c'était notre plus haute séance juste après l'ouverture. Et depuis, ça s'est étiolé et on est à l'équilibre à nouveau. On bouge vraiment pas depuis qu'on est revenu sur ces niveaux. 8021 points à l'instant, on est en hausse de 0,02%, plus 0,17% pour l'Euronext Tech Leaders. Du côté des autres places européennes, on a Francfort qui gagne 0,37% et plus 0,12% pour l'Eurostock 50. En gros, plus rien ne bouge avant l'inflation américaine, effectivement, à 13h30. Et donc, tous les yeux seront du côté de Washington parce que de là, on va pouvoir un petit peu faire de la prospective sur les dynamiques de politique monétaire, sur les propos et les prévisions dont a fait état Jérôme Powell lors de son témoignage devant le Parlement américain et un petit peu faire la synthèse de tout cela pour donner une tendance au marché. À noter quand même Téléperformance qui gagne 4,5% à 88,88 €. Le titre qui a fait le grand 8 puisque c'était la plus forte baisse du début de séance après un abaissement d'objectif de cours d'Alpha Value. On a les valeurs industrielles qui sont aux avant-postes, plus 3 pour ArcelorMittal à 24,62, Alstom plus 2,39, 12,01 €, et une bonne performance du secteur bancaire avec du plus 2,22 pour Société Générale à 23,78. À noter du côté des valeurs à la baisse, LVMH en moins 1%, on est à 841,40 €, on solde un petit peu quelques positions. Veolia moins 0,99 à 28,86 €. Le CAC au milieu de tout ça, quasi inchangé, on est même en légère baisse maintenant, moins 0,01%, 8018 points. L'euro face au dollar toujours au-dessus d'1,09, 1,0933. Puis à signaler le Bitcoin qui s'envole à nouveau, nouvelle tendance haussière. On n'est pas très loin du record signé cette nuit, bien au-delà des 72 000 $. On est à 72 165 très exactement. L'Ether aussi, au-delà des 4 000 $ sur les cryptos. Merci Antoine Larigauderie. Allez, dans un instant, on est avec vous. On va répondre à toutes vos questions. On va notamment parler de télétravail, Sofiane. Et oui, parce que quand nous sommes en télétravail, eh bien, les bureaux sont désespérément vides au travail. Donc justement, on vous pose cette question. Faut-il craindre une explosion des bureaux vides en France, comme ce que connaissent les États-Unis actuellement? On en parle dans un instant avec nos 4 experts du jour. Avec vous sur BFM Business.
BFM Business. Avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est ravis de vous retrouver avec nos 4 experts sur ce plateau pour répondre à toutes vos questions. On est avec vous, il y a une adresse à connaître. Sofiane. Avec vous à bfmbusiness.fr, nous sommes également en live et en direct sur les réseaux sociaux dont LinkedIn. Vous postez vos commentaires, on vous lit jusqu'à 13h. Et oui, réagissez, c'est maintenant. On vous lit évidemment nos experts autour de ce plateau. Kéra des familles créatrices de Féminine Leader. Bonjour Kéra, on est ravis de vous retrouver. À vos côtés, Dimitri Pivot, président de Second Souffle. Bonjour Dimitri. Un petit nouveau sur le plateau. Jonathan Gauzat, recruteur au Mercato de l'Emploi. Bienvenue dans cette émission, Jonathan. Et Thierry Meillat, notre juriste, avocat associé au cabinet Hogan Lovells, avec toujours beaucoup de questions juridiques en perspective. Vous le savez, du travail. Allez, la première question, Sofiane. On commence avec vous, Kéra des familles, notre experte leadership au féminin. Carole, qui a 53 ans et qui est urbaniste, nous dit « Je viens de quitter mon entreprise pour un nouveau job. J'intègre une start-up à 53 ans. Comment me mettre dans ce poste sans m'investir autant qu'avant ? Parce que pendant des années, j'ai travaillé le week-end ou le soir et j'ai le sentiment qu'on attend de moi que je surperforme et que je m'investisse sans compter. » Kéra. Alors là, on est dans le mécanisme pas assez. Donc ça, c'est pareil, c'est un mécanisme typiquement féminin. Est-ce que vous avez le sentiment d'en faire toujours plus, avec également le sentiment d'en faire jamais assez ? Et en fait, les femmes, très souvent, vont pouvoir s'investir parce qu'on va préjuger des attentes qu'on a vis-à-vis de nous. Pourquoi ? Parce que pendant des millénaires, le rôle des femmes, c'était de prendre soin des autres et d'assurer le bien-être de la communauté. Donc très souvent, avant même qu'on nous demande quelque chose, on va anticiper le besoin bien plus haut que la réalité. Donc l'ambition, et ça c'est super important, si je donne un exemple, c'est comme faire à manger à quelqu'un qui n'a pas faim, de surdimensionner les attentes. Donc ce qui est super important, c'est de bien clarifier le cahier des charges. Quand on se connaît et qu'on sait qu'on a tendance à en faire plus que ce qui est attendu, en plus ça crée de la frustration des deux côtés parce qu'on rend les autres dépendants et puis qu'ils ne nous remercient pas pour toute la valeur ajoutée qu'on a donnée. L'ambition, ça va être de bien clarifier un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Donc savoir poser des questions. Et profiter de ce moment qui est particulièrement important parce que si on ne le fait pas maintenant, ça ne s'arrangera évidemment pas une fois qu'on est dans l'entreprise. Cette personne, elle est intégrée dans cette start-up, donc elle doit un petit peu communiquer son agenda et ses possibilités finalement, Kéra. C'est tellement, tellement juste. En fait, ça va même plus loin, c'est qu'on va prendre le temps, les premiers mois dans l'entreprise, c'est le bon moment aussi pour faire un peu comme le fait d'observer. En fait, on a des capacités à observer de manière beaucoup plus fine ce qu'il est en train de se passer. Et donc, de prendre un peu le temps d'identifier justement comment se positionnent les gens vis-à-vis de nous. Quelles sont leurs attentes ? Qu'est-ce qu'ils donnent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Voilà. Pour être à même de pouvoir se positionner au bon niveau et surtout de poser des questions. Jonathan, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça, vous qui êtes recruteur ? Oui, tout à fait. C'est une question qui se pose assez régulièrement. Parfois même dès l'entretien, on a des femmes qu'on reçoit en entretien qui nous posent déjà ces questions, comment elles vont être intégrées dans l'entreprise, la place qu'elles vont avoir, etc. Donc c'est vraiment un vrai enjeu. On a de plus en plus de questionnements là-dessus dès le début. C'est le bon moment de dire ça, je le fais, mais enfin de poser en quelque sorte déjà ses limites finalement. Oui, je pense, parce que du coup, moi, je défends plutôt l'authenticité, la vérité dès l'entretien. Au moins, ça assainit les choses, ça pose les bases. Derrière, le dialogue est plus fluide dans l'entreprise, avec les chefs d'entreprise. Donc, pour moi, c'est le bon moment dès le début, le plus tôt possible. Les bases sont posées et c'est beaucoup plus intéressant. Mais rassurez-moi, vous entendez peu de candidats qui vous disent « J'en ai fait trop dans ma précédente fonction, cette fois, ce poste, je ne compte pas m'impliquer davantage. » Pas forcément le dire comme ça, évidemment. Non. Kéra. C'est pas une question d'implication, c'est une question aussi de préserver sa santé physique, mentale, son équilibre personnel, professionnel. Le nombre de burn-out chez les femmes, c'est quand même énorme aujourd'hui. Donc l'ambition, c'est pas de la jouer, moi je vais en faire le moins possible, j'ai 53 ans. Une femme de 53 ans qui prend un poste dans une start-up, c'est qu'a priori, elle est motivée. Ouais. A priori, elle est motivée. Voilà. Et en fait, là, c'est vraiment... Ça sert à rien de donner plus que ce qu'on attend de vous parce que derrière, on crée de la frustration, du ressentiment et en plus, le fait que vous n'allez pas être reconnu sur ça. Donc l'ambition, c'est vraiment de bien identifier les attentes. Oui, Thierry ? Et j'ajouterais juste, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger là-dessus, que l'entretien d'embauche et le recrutement est aussi un moment
pour parler de la qualité de vie au travail, la QVT, et que c'est devenu quelque chose d'essentiel, d'un sujet très important qui a toute sa place dans le processus de recrutement. Donc effectivement, autant être transparent et dire les choses. Vous continuez évidemment à nous écrire sur les réseaux sociaux, à notre adresse et à réagir. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Sofiane. Une question pour Dimitri Pivot, parce qu'on en attend nous aussi beaucoup de vous aujourd'hui. Notre expert second souffle, c'est Stéphane qui dirige une plateforme de vente de matériel qui nous dit: nous disposons d'une trésorerie issue des PGE, mais nous enchaînons 2 années de pertes importantes. Après 18 ans de croissance forte jusqu'à 50 salariés, j'ai des difficultés à trouver des solutions pour redresser mon entreprise ou la vendre en dernier recours. Ça y est, on est 4 ans après le Covid. Les PGE et leurs effets commencent à s'épuiser et ça peut être compliqué en termes de trésorerie. Dimitri. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que déjà, cet entrepreneur, il a le bon réflexe. Il a le bon réflexe parce que ça veut dire qu'il n'attend pas la dernière minute pour demander de l'aide. Ça, c'est le premier point. Et c'est le point le plus important. Ensuite, c'est un entrepreneur qui, semble-t-il, a plusieurs salariés, plusieurs dizaines même de salariés. Donc ça veut dire qu'il doit être accompagné par des organisations comme les nôtres, mais aussi et surtout, et ça, il faut passer le message, quand on a plus de 50 salariés, mais même un petit peu moins, vous avez les CRP qui peuvent accompagner ce type d'entreprise. C'est quoi les CRP, Dimitri? Ce sont les commissaires restructuration productifs. Ces CRP sont à la disposition des chefs d'entreprise auprès des préfets de région. Donc ils peuvent demander de l'aide. Alors après, c'est très formel. Ce sont des institutionnels. Ils sont rattachés au préfet de région. Sinon, ils peuvent nous demander des conseils auprès des organisations comme les nôtres, donc Second Souffle, Sans-Fil Rebond et d'autres, pour être accompagnés dans leur réflexion. On est vraiment là au début des difficultés. C'est-à-dire que je commence à sentir, et c'est ce que je dis souvent, la corde me glisse entre les mains. Et là, je tire la sonnette d'alarme. Et il faut trancher, parce que cette question de est-ce que je poursuis et je fais quelque chose sur ma trésorerie ou est-ce que je vends, il ne faut pas trop tarder avant de prendre la décision. Alors justement, Sofiane, l'idée, vous savez, je parle souvent ici de task force. Task force, c'est de dire, on ne fait pas du 1 pour 1. On ne va pas adresser une personne pour réfléchir avec cette entreprise. Non, on va adresser une task force, c'est-à-dire qu'on va mettre un avocat, en restructuration, un expert comptable, et puis un spécialiste de restructuring. Ça veut dire que ça peut être 1, 2, 3, 4 spécialistes. Pour faire le bilan. Pour faire le bilan, pour accompagner 7 chefs d'entreprise dans sa réflexion. Dans sa réflexion, et puis ébaucher des pistes de solutions. Sofiane. On fait le bilan calmement, comme dirait la chanson. Évidemment. On passe à la question du jour. Télétravail, faut-il craindre une explosion des bureaux vides en France, comme ce qu'on connaît aux États-Unis, parce que figurez-vous qu'une dernière alerte nous dit, de l'agence Fitch nous dit que nous sommes à 13,5% de bureaux vides aux États-Unis, ce qui est énorme, en forte progression, plus quasiment 4 points en un an. Alors Raoul, qui vit aux États-Unis, nous dit: je n'ai pas constaté cette tendance à vider les bureaux en masse ici dans mon département. Je pense que ce sera pareil en France. Marie, à l'inverse, qui est directrice administrative, juge que la France, de toute façon, est trop attachée au présentéisme. Donc, allons tous en télétravail. Et Alexandre, conseil en transformation numérique, nous dit non, car on va passer du travail sur site au travail à distance, au coworking. On sera en bureau partagé, flex office, pour mutualiser tous les moyens en limitant notre impact carbone. De toute façon, dans 10 ans, on n'aura plus assez d'énergie pour dilapider inutilement 3 heures de transport par jour. Le défaitisme de nos auditeurs. Jonathan, qu'en pensez-vous? Oui, je suis assez d'accord à ce qu'a dit le premier auditeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas trop inquiet sur ce système des bureaux vides, puisque le télétravail, on en revient quand même. Aujourd'hui, on est plus sur un système hybride, où il va y avoir quand même des présences au bureau, puisque la vie sociale manque un petit peu. Il y a un livre qui va sortir dans quelques jours sur justement un peu, je ne sais plus le titre, c'est ma visio, quelque chose comme ça. C'est vraiment centré sur la visio, où finalement, l'intense c'était bien de pouvoir être en réunion, mettre sa quiche au four en même temps, mais à un moment donné, les conversations à la machine à café qui se rabattent sur la messagerie WhatsApp jusqu'à 22h, les horaires qu'on contrôle moins. Donc moi je trouve qu'on en revient, il y a de plus en plus de demandes de flexibilité, de souplesse, de façon hybride. Il y a un développement des tiers-lieux, des systèmes de coworking, etc., les bureaux partagés, mais de là à avoir les bureaux vides, je suis pas inquiet. Je pense, alors bien sûr ça va pas être l'année de référence, parce qu'avec les JO, particulièrement à Paris, je pense que ça va pas être voilà,
il va y avoir des bureaux qui vont nécessairement se vider, mais moi je pense que non, c'est pas la fin des bureaux. C'est intéressant et c'est l'employeur qui parle. On verra tout à l'heure, malgré tout, l'importance que ça a pour les salariés, les cadres. On verra ça dans un instant. C'est pas forcément la même vision des choses. Sofiane. Une question juridique pour vous, Thierry Meillat. Mon employeur a mis un terme à ma période d'essai de 3 mois au bout de 2 mois et demi, mais je ne vois pas de période d'essai dans mon contrat de travail. Il me répond que c'est prévu dans la convention collective. Est-ce qu'il a raison? Si c'est pas écrit dans le contrat, on considère que c'est pas le cas? Thierry Meillat. Oui, non, il a tort, l'employeur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que ce soit mentionné dans la convention collective. Il faut toujours que la période d'essai soit mentionnée au contrat de travail. Et s'il y a un renouvellement de la période d'essai, il faut aussi qu'il soit prévu et il faut que ça fasse l'objet d'un avenant. Donc si ce salarié n'a pas de période d'essai dans son contrat de travail, ça veut dire qu'il n'est pas en période d'essai. Et la conséquence, c'est qu'en rompant la période d'essai alors qu'il n'y en avait pas une, l'employeur a licencié le salarié et c'est un licenciement a priori sans cause réelle et sérieuse s'il n'a pas motivé la rupture. Ça peut arriver, vous pouvez avoir une rupture de période d'essai qui est motivée, donc là on peut discuter, dire il y a quand même une cause, donc je peux me battre en tant qu'employeur, mais souvent le principe de la période d'essai c'est qu'on ne met pas de motif. Et autre point quand même important, c'est qu'en période d'essai, en cas de rupture de période d'essai, il y a un délai de prévenance qui est au maximum de 15 jours dans certains cas, alors que si on rompt le contrat de travail hors période d'essai, on a un préavis qui peut être de 1, 2, 3 mois, voire plus. Donc là, dans le cadre d'Amélie, on peut lui dire, si on vous prévient 2 mois et demi alors que ça dure 3 mois, l'employeur n'est pas dans les clous. Non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'en fait, elle n'a pas de période d'essai du tout. Ça commence bien. Sofiane, la suite. Une question pour vous, Jonathan, notre expert recrutement du jour. Depuis plusieurs mois, je cherche désespérément une alternance en communication. Je ne compte plus les envois de CV sans réponse. Que dois-je faire? Qu'est-ce qu'on peut répondre? On a beaucoup d'alternants qui sont dans la situation de Mathilde. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est un peu le mal du siècle. C'est dommage. J'encourage déjà les RH, les chefs d'entreprise à répondre aux candidatures. Même si c'est négatif, c'est important de répondre. Ce que je peux lui dire, c'est déjà de ne pas perdre espoir, parce qu'on finit toujours par trouver, d'avoir un petit peu d'audace. Quand on recherche une expérience, une alternance, pardon, on a vu vraiment un étudiant anglais l'année dernière qui a mis, qui a fait un QR code avec son profil LinkedIn. Il a placardé ça dans les rues en disant flashez-moi, je recherche une alternance. Donc avoir un petit peu d'audace. Le profil LinkedIn, il n'est pas à négliger. Enfin, quand on est jeune, on a tendance à dire que c'est pas important, mais le open to work, mettre je recherche alternance dans sa description, s'abonner à des hashtags, c'est très important. Et il faut pas le négliger. Il y a les sites qui ont été lancés par le gouvernement, les sites généralistes, c'est bien, mais il y a aussi Un jeune, une solution, la bonne alternance, tout ça, c'est vraiment des pistes qui sont intéressantes. Et après, moi, ce que je dis, c'est que vous n'avez pas de réponse. J'ai accompagné l'année dernière un alternant qui recherchait justement dans l'informatique. Il a réussi à décrocher un rendez-vous et son alternance par une simple relance téléphonique. Il a appelé, il a pris son téléphone, j'ai envoyé une candidature il y a 15 jours, j'ai pas de réponse, qu'est-ce qu'il en est? Alors là, vous parlez du téléphone, Mathilde, elle doit avoir 20 ans ou 22 ans. Le téléphone, passer un coup de fil à quelqu'un. Ah oui, mais si vous voulez, votre c'est une autre alternance. génération. Disons que ça peut effectivement jouer. Après, voilà, ne pas hésiter à se montrer sur les réseaux sociaux. La rubrique événements de LinkedIn est assez intéressante pour regarder les salons de l'emploi, les salons d'alternance qu'il peut y avoir. Il y a un certain nombre de méthodes qui peuvent être vraiment pertinentes. Kéra. Et moi, j'encouragerais aussi, pour rebondir sur ce que Jonathan a dit, à le faire en groupe. Ces recherches-là, parce que oui, passer sur LinkedIn, mettre son CV sur LinkedIn, rappeler un recruteur, c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de stress, beaucoup de tension. On n'ose pas, il y a de la honte en plus quand on est une jeune femme, donc c'est pas simple. Et j'encouragerais vraiment à y aller en groupe, à se motiver, à se serrer les coudes pour être à même de pouvoir passer cette étape, ce mur de la peur, ce mur et y aller. Et peut-être demander de l'aide, tout simplement, avec ces mots, tout simplement. Aidez-moi à trouver mon alternance, jouer le réseau. Accompagner et en parler autour de soi, ne pas hésiter à demander aux parents des parents. Le premier réseau, c'est quand même son réseau personnel. On va parler de télétravail dans un instant, justement, Sofiane. Et oui, parce qu'on continue de parler de l'évolution du travail qui ne s'arrête jamais, en constante évolution. Avec cette question, rejoindre une entreprise sans télétravail, possible est-il devenu rédhibitoire? On parle en particulier des cadres. La réponse est une étude de l'APEC dans un instant qu'on vous dévoile. C'est sur BFM Business. À tout de suite. Avec vous sur BFM Business. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise.
Sandra Gandoin. On parle recrutement, redressement, télétravail, questions juridiques dans notre émission. On est avec vous évidemment pour répondre à toutes vos questions avec nos 4 experts. Dimitri Pivot, Kéra Desfamilles, Jonathan Gauzard et Thierry Meillat sont là exclusivement pour répondre à vos questions. On a parlé de l'utilité et de l'importance du télétravail il y a un instant. Sofiane. Et oui, désormais, accepter une offre d'emploi coïncide-t-il avec le fait qu'il y ait du télétravail? Est-ce que s'il n'y en a pas, c'est devenu rédhibitoire pour les salariés? C'est la question qu'on vous pose parce qu'une étude de l'APEC montre que 45% des cadres démissionneraient en cas de suppression de leur télétravail, signe que c'est désormais devenu un acquis. Un cadre sur 2 considère même que le recours au télétravail n'est plus une option. Ça y est, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus de retour possible. C'est télétravail obligatoire, Jonathan. Jonathan, vous voyez ce qu'on disait par rapport à tout à l'heure. C'est tout l'enjeu. Rédhibitoire, je ne pense pas. De toute façon, il y a des secteurs, typiquement, moi je travaille beaucoup avec le secteur industriel, de fait, le télétravail n'est pas possible. Quand on entretient une machine, quand on est dans tout le secteur plus de la moitié des boulots. Exactement. Là, le télétravail n'est pas possible et c'est évident. Après, effectivement, quand on est sur des aspects de direction ou de bureau, oui, c'est clair qu'il y a une demande. Maintenant, je pense que c'est ce qu'on disait, c'est bien de développer ce côté hybride où on a une part de télétravail, une part au bureau. C'est important. Donc, c'est une forte demande. De là à dire que ce soit rédhibitoire, non, on en demande toujours un petit peu plus, mais rédhibitoire, je ne pense pas. Thierry. Ce qu'on peut noter, alors d'abord, le télétravail en France est hybride. C'est-à-dire que dans la quasi-totalité des cas, je pense que les gens en ont soupé du télétravail total pendant le Covid et visiblement, ça n'a pas plu énormément. Ça a provoqué d'autres problèmes, et notamment des problèmes de qualité de vie au travail et de charge mentale, etc. etc. Moi, ce que je constate de mon point de vue, notamment quand j'ai à revoir des négociations sur des chartes de télétravail, c'est qu'il y a quand même une tendance à la réduction. Alors attention, on ne le supprime pas. Je ne connais pas d'entreprise qui a instauré un télétravail qui le supprimerait aujourd'hui. Mais souvent, on passe de 3 jours à 2 maximum. On est dans ce genre de discussion-là avec quand même une volonté de davantage de présentéisme quand même. Mais attention, ça reste effectivement un critère d'embauche important. Et pour les cadres notamment. Dans l'enquête, justement, on nous précise que 2 tiers des cadres interrogés télétravaillent au moins 1 jour par semaine, dont un quart plus de 2 jours par semaine. Est-ce à dire qu'on est allé trop loin et que c'est pour ça qu'on est obligé d'y revenir? Après, ça dépend beaucoup des secteurs d'activité aussi. Je vous dis, moi, la tendance générale, c'est de dire que 3, ça semble un maximum et on veut quand même que les salariés, notamment les cadres, soient présents. Ouais. Alors, il y a plein de raisons pour ça. C'est pas forcément uniquement une histoire de contrôle, le fait qu'on n'aurait pas confiance, parce qu'on est revenu là-dessus. Avant, si vous vous souvenez, avant le Covid, on pensait que les gens ne faisaient rien quand ils étaient en télétravail. Ça c'est terminé. Par contre, je pense que ce qui est très important dans les entreprises, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles existent un peu, c'est qu'il puisse y avoir des échanges. Et notamment quand on a des personnels d'encadrement qui puissent rencontrer les autres. À mon avis, c'est un point important. Kéra, mais je pense que le mot aussi est important, parce qu'on réalise que dans ce retour ou ce rééquilibrage temps de présence et télétravail, la problématique qu'on va retrouver sur les managers, c'est le contrôle. C'est cette capacité à surcontrôler, alors qu'à un moment donné, on a laissé les gens travailler, on a fait confiance parce qu'on n'avait pas le choix pendant le Covid. Et ce passage, cette transition entre tout contrôle ou sans contrôle, il doit s'ajuster pour faire en sorte aussi de conserver ces relations qu'on a mis en œuvre et également les avantages ou le bénéfice qu'a apporté en termes de je ne vais pas dire qualité de vie parce qu'il y a une contrepartie qui est énorme quand même sur le télétravail, mais en tout cas en termes de délai de transport, le télétravail. Sofiane. Vous parliez des contreparties du télétravail. Et bien justement, dans l'enquête, trois impacts négatifs sont soulignés. Premièrement, la moindre intégration des nouveaux salariés dans l'équipe. 48% des sondés répondent cela. Un brouillage des frontières entre vie perso et vie pro, dont on parle souvent 40%. Ou encore la peur de rater des communications importantes, 39%. Ce sont ces 3 éléments en particulier qui prônent ce retour en présentiel dans les bureaux. Jonathan. C'est intéressant parce que justement, on voit toujours le télétravail comme quelque chose qui serait positif, comme un axe de négociation, comme un acquis, comme un avantage. Mais il faut y voir aussi tout l'aspect négatif que ça peut avoir. On a fait, avec l'augmentation du télétravail, des salariés qui sont devenus presque indépendants, où finalement, ils doivent se retrouver à gérer leurs agendas, à être seuls chez soi. C'est aussi bien, des fois, quand on a juste une petite question dans son travail quotidien, d'aller dans le bureau d'à côté pour demander l'avis aux collègues. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc,
Donc il y a vraiment des personnes qui se sentent isolées et qui n'ont pas supporté aussi le télétravail. Donc il y a aussi cet aspect négatif qui est intéressant à voir et qui est important. Sofiane. Vous continuez de nous poser vos questions avec vous à bfmbusiness.fr en direct sur LinkedIn, dont Marlène, esthéticienne, qui nous écrit, c'est pour vous Dimitri Pivot. J'ai une entreprise qui fonctionne, mais l'augmentation faramineuse des coûts des matières premières, de l'énergie et du loyer font que fin 2023, j'ai réduit ma rémunération et depuis janvier 2024, je ne peux plus prendre de salaire. Est-ce qu'on est dans une situation inquiétante, Dimitri ? Alors, on est forcément dans une situation inquiétante parce que cette chef d'entreprise ne peut plus se rémunérer de son activité. Donc, c'est inquiétant. Et ce depuis fin 2023 et sur 2024. Alors, son métier, c'était esthéticienne, si j'ai bien compris. C'est ça. Esthéticienne. Alors, ce qui est assez surprenant, parce que quand elle parle de matières premières, ça va être ses produits d'achat, ses produits d'utilisation. Et puis après, elle va donc le loyer, mais le loyer, c'est encadré. Et puis après, derrière, elle peut avoir l'électricité. C'est des dépenses incompressibles, en gros. Exactement. Et puis, alors après, ce qu'il faut regarder, et c'est pour ça que quand idem, dans sa situation, elle tire la sonnette d'alarme au bon moment aussi. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas la dernière minute. Faut regarder si c'est uniquement un problème structurel, c'est-à-dire, ses coûts sont trop élevés, mais peut-être qu'ils étaient déjà trop élevés avant. Peut-être qu'en fait, elle pouvait se payer, mais peut-être déjà à minima, et elle a attendu en pensant peut-être que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et puis, qui sait, peut-être que, et là, c'est plus dans sa zone de chalandise, une concurrence ne s'est pas installée, ce qui fait qu'elle a aussi moins de chiffre d'affaires, ce qui fait qu'elle peut plus... Il faut regarder en ratio après. Les loyers, ses charges, toutes ses charges fixes, versus son chiffre d'affaires. Peut-être que tout ça s'est dégradé, mais c'est pas dégradé d'aujourd'hui et c'est pas dégradé uniquement lié aux matières premières. Ça s'est peut-être dégradé dans le temps parce que justement la concurrence est devenue exacerbée. Kéra. Et juste pour rebondir sur ce que dit Dimitri, il y a aussi le besoin d'aide dans ces moments-là. Oui. Il y a aussi les réseaux féminins, parce que là, pour le coup, on fait d'une pierre deux coups. Le fait de pouvoir s'accompagner d'autres entrepreneurs féminins qui peuvent être également des clients pour pouvoir relancer une activité, développer un chiffre d'affaires. Donc il y a des réseaux comme Bouge ta boîte ou autres qui sont des réseaux importants et qui permettent justement à des sociétés comme celle-là de pouvoir... Et des réseaux locaux, c'est important aussi régionalement. Vous continuez à nous poser vos questions sur BFM Business. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Avec vous, bfmbusiness.fr, c'est l'adresse. Dimitri, vous vouliez ajouter quelque chose ? Juste, et vous avez raison, Kéra, de le souligner, quand on est en difficulté, il faut savoir aussi interagir avec les réseaux locaux. Et vous avez bien fait de le préciser. Quand on est une chef d'entreprise femme, il y a des réseaux, des acteurs de terrain qui sont pas uniquement dans les grandes villes, en ruralité. Vous parlez de Bouge ta boîte, mais des territoires, c'est le même réseau. Oui. Où on peut changer, partager. On ne va pas forcément trouver la solution. Mais on ne reste pas seul. Et quand on est en difficulté, la règle d'or, c'est de se faire accompagner et de ne pas rester seul. Par ses pairs, on le dit souvent, les gens qui nous ressemblent, les femmes, les mêmes domaines d'activité, c'est important. Et de femme à femme, on se libère plus facilement aussi. Quand on est chef d'entreprise, vous savez, il y a toujours ce fameux syndrome, et j'en parlais l'autre jour, peu importe, à Matignon, quand il y a eu le 8 mars, oui. les 101 femmes chez l'entreprise, remis par le Premier ministre, Gabriel Attal, et Olivier Grégoire soulignaient ce fameux syndrome de l'imposteur. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Hommes, femmes, on est tous des entrepreneurs. On tire tous ce char de l'économie. Mais l'importance de ces réseaux, c'est de se poser le même type de questions et donc d'y répondre. Sofiane. Nous ne sommes pas à Matignon, mais toujours sur BFM Business. Mais on est bien ici. On est très bien. C'est notre palais doré à nous. Voici une question juridique de Nicolas pour vous, Thierry Meillat. Lorsque j'ai quitté mon entreprise, j'ai été reçu par les RH pour un entretien. Est-ce normal ? Moi, ça m'étonne comme question, parce que j'ai envie de vous dire, ça m'a l'air plutôt sain et tout à fait normal, non ? Thierry. Alors oui, c'est juste que ce n'est pas prévu dans la réglementation. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'entretien de départ qui est prévu parce que vous savez qu'il y a une multiplication des entretiens professionnels dans le Code du travail depuis maintenant une dizaine d'années. Même les employeurs ont du mal à suivre les entretiens qu'ils doivent organiser. Mais alors celui-là, il n'existe pas. Et on ne peut que trop conseiller d'en faire parce que ça permet aux salariés effectivement de bien comprendre pourquoi il s'en va, de peut-être
peut-être faire part aussi des retours d'expérience et à l'employeur d'apprendre effectivement de ce départ. Alors parfois ça peut être parce qu'il y avait une autre opportunité, ça peut être parce que quelque chose s'est mal passé, ça peut être dans le cadre d'une démission, ça peut être dans le cadre d'un licenciement. En tout cas, on ne peut que conseiller effectivement aux entreprises de les organiser, ces entretiens de départ, et aux salariés de partir, même quand ils ne sont pas contents. On se quitte en bons termes, toujours. On essaye en tout cas, et on se parle. Et on se parle, exactement. Peut-être que c'est l'occasion de pointer aussi ce qui ne va pas et ce qui n'a pas allé. Il y a ça, et puis il y a un point aussi, alors même si en France ça reste peut-être un petit peu marginal encore, c'est ce qu'on appelle les salariés boomerang, c'est-à-dire que le salarié part, mais après peut-être qu'il va revenir. Oui. Et notamment dans certains domaines, la nouvelle technologie, les startups, tout ça, c'est assez fréquent. C'est à ça que je pense. Donc c'est aussi, il faut, possibilité il faut de revenir. toujours préparer l'avenir. Jonathan. Oui, c'est très important de partir en bon terme, privilégier toujours le dialogue. Après, j'ai envie de dire, là, dans le cas de Nicolas, faut peut-être pas attendre aussi le dernier moment pour dire quand ça va pas. C'est un dialogue tout au long de la carrière. On parle souvent de l'onboarding, le fameux onboarding, c'est-à-dire l'intégration des salariés une fois que j'ai intégré l'entreprise, que j'ai été recruté. Mais en fait, le onboarding, finalement, l'intégration, elle se fait tout au long de la carrière. Le dialogue, on le maintient dans l'entreprise. On se limite les démissions intempestives qui posent de gros problèmes de recrutement derrière. Et effectivement, on part en bon terme. Derrière, on peut avoir besoin de recommandations professionnelles. Le monde de l'entrepreneuriat, comme je dis souvent, est petit. Les chefs d'entreprise sont en réseau entre eux. Donc, on part en bon terme. C'est très important. Oui, effectivement, vous avez raison de le dire. Sofiane. Le monde de l'entrepreneuriat est petit, mais nous, notre boîte aux lettres, elle explose. Elle est de plus en plus grande tous les jours parce que vous nous écrivez à cette adresse mail avec vous à bfmbusiness.fr. C'est l'heure de l'ouvrir, cette boîte aux lettres. Nathalie nous a posé une question très précise par mail. Entre une rupture conventionnelle et un licenciement pour inaptitude, quels sont les avantages et les inconvénients pour un salarié en accident du travail? On n'avait pas la réponse, donc on a posé directement la question à Xavier Dulin, notre expert juridique du jour. Les deux solutions sont possibles. Elles seraient aussi avantageuses d'un point de vue social et fiscal dans un cas comme dans l'autre, mais en termes de procédure, de formule, de mode opératoire, on aurait une différence notable. Les deux parties seules pour la rupture conventionnelle, nécessité d'un avis d'inaptitude sans réserve et sans solution de reclassement pour ce qui est du licenciement. Donc une plus grande sécurité pour les deux parties et singulièrement pour l'employeur dans l'hypothèse d'un licenciement, une plus grande facilité peut-être pour salariés et employeurs en optant pour la rupture conventionnelle à condition qu'on n'ait pas de difficulté en termes de consentement. Voilà pour le témoignage de Xavier Dulin. Sofiane. Oui, Xavier qui nous précise qu'il faut compter 30 jours d'arrêt pour qu'une rupture conventionnelle soit possible. Quel est votre avis, Thierry? Oui, en fait, j'aurais tendance à dire que la rupture conventionnelle, attention quand même, dans ce contexte-là, la rupture conventionnelle n'a trait qu'à la rupture du contrat de travail, pas à l'exécution. S'il y a eu des difficultés dans le cadre de l'exécution, parce que l'inaptitude, on ne sait pas trop à quoi elle correspond, peut-être qu'il faudrait suivre la procédure d'inaptitude. C'est plus risqué, en tout cas, on joue un peu avec le feu et avec la limite. Oui, mais la rupture conventionnelle, attention, parce que le fait de signer une rupture conventionnelle ne protège pas l'employeur contre une action du ou de la salariée pour une mauvaise exécution du contrat de travail, ou par exemple une demande de harcèlement, ou de choses comme ça. Ça, c'est un point différent. La rupture conventionnelle ne traite que de la rupture. Et d'où, effectivement, parfois, l'attention qui doit être portée à ce système qui n'est pas forcément la panacée. C'est juste, mais sinon, c'est vrai que, globalement, il y a le choix entre les deux. Sofiane. Une question pour vous, Kéra Desfamilles, notre experte leadership au féminin. Je m'appelle Sybille, je suis ingénieure et je travaille dans la tech. J'aimerais parler de féminisme dans mon entreprise pour favoriser l'inclusion. Comment aborder ce sujet quand les autres se crispent? J'imagine que les autres, ce sont les hommes, en l'occurrence. Se crispe dans la tech, visiblement. Kéra. On entend beaucoup et de plus en plus, je ne suis pas féministe, mais le féminisme, ça reste un mot un peu interdit aujourd'hui et dont l'histoire, en fait, et le récit qu'on s'en fait, reste négatif. On a le sentiment que les féministes sont agressives, en colère, et que c'est une confrontation entre les hommes et les femmes. Moi, ce que j'aime faire, et j'aime démarrer d'ailleurs mes conférences, mes talks, ou comme ça, par des chiffres, en fait. Qu'est-ce que ça apporte, la parité ? La parité, par exemple, ça c'est les chiffres de la Schema Business School. Les entreprises dont les directions sont le plus féminisées ont des résultats 6 fois supérieurs
à la moyenne du CAC 40. 6 fois supérieur en termes de rentabilité. C'est quand même un truc de dingue. Oui, et c'est des arguments qui vont être bien reçus après. Ça, généralement, on les entend mieux, en fait, oui. Quand on donne des arguments économiques en termes de performance, quand on donne également en termes d'équipe, une équipe où il y a de la diversité, où il y a de la parité, va être beaucoup plus performante. Et aujourd'hui, on a des études qui montrent, c'est 16%. Et pourtant, les femmes, elles sont totalement absentes. Comment l'expliquer ? Aujourd'hui, 90% du management, du top management, c'est des hommes. Si on descend un peu plus, c'est 80%. Si on descend encore, en fait, les femmes, elles sont totalement absentes quand il s'agit de prendre des décisions et d'influencer la marche du monde, la marche de l'économie, la marche de la société. Alors que les résultats prouvent que c'est bon pour tout le monde. Et je crois que c'est vraiment revenir vers un contexte qui est dans l'ambition qu'on soit à même de tous se relever les manches et de se dire comment on avance vers un monde où il y a plus de paix, de générosité, de coopération, ces valeurs que pendant longtemps on a qualifiées de féminines, qui sont en fait des valeurs sociales, pour pouvoir faire en sorte d'obtenir un résultat qui convienne à tout le monde. Et qui donne un zéro de plus au chiffre d'affaires, Kéra, il faut le dire, il faut effectivement utiliser les bons arguments. Non, simplement, pour compléter ce que dit Kéra, et pour une note positive, j'allais dire, il y a un plafond de verre, c'est vrai, notamment pour l'entrepreneuriat au féminin, mais il est levable, j'allais dire. Parce que nous, si je prends l'exemple du mercato de l'emploi, on a 70% de femmes, donc 70% de femmes qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat. Donc de créer l'entreprise, de se lancer. Donc allez-y, j'ai envie de dire, voilà, il faut lever ce plafond de verre. Thierry Meillat. Et juste un petit rappel, certes, c'est pour les entreprises de plus de 1000 salariés, mais la loi Rixin va imposer 30% dans les instances dirigeantes de femmes à partir du 1er janvier 2026, puis à partir de 2029, 40%. Donc il y a en plus, de toute façon, ce contexte légal qui, certes, ne concerne que les grandes entreprises, même les très grandes. Mais c'est important, ça risque de se diffuser en fait. Continuez à nous écrire. Oui, Sofiane. Oui, justement, simplement, si je vous renvoie à l'émission du 8 mars en podcast et en replay, où on parlait justement de ces quotas et de cette nécessité ou non de les élargir à toutes les entreprises. De faire tous de plus en plus d'efforts en entreprise. Il y a des vraies conséquences économiques. Kéra, très vite. Oui, et moi, ce que je voulais rajouter, c'est que oui, aujourd'hui, il y a ces quotas, entre guillemets. Oui, il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que les entreprises qui aujourd'hui sont dirigées par des femmes en entrepreneuriat, 95% ne dépasseront jamais le million d'euros de chiffre d'affaires. Elles lèvent moins d'argent. L'évolution des femmes en entreprise, on a beau dire, mais ça avance doucement. Très doucement. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a quand même l'ambition de mettre des moyens dessus. Il y a besoin d'argent, il y a besoin de budget. Les entreprises, elles doivent gonfler, prévoir des budgets, notamment quand elles font des bénéfices, pour faire en sorte de pouvoir dynamiser, accélérer cette représentation. Vous continuez à réagir et à nous écrire. Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Sofiane. Et vous le faites notamment sur LinkedIn en direct jusqu'à 13h. Aurélie nous écrit à l'instant: je suis en train de monter mon projet, j'ai fait mon étude de marché, mon business plan. La banque me demande d'aller voir un expert comptable. Qu'est-ce que je dois attendre de cet expert? Qu'il valide mes chiffres? Dimitri Pivot. Je dirais que la banque elle a le bon réflexe. Quand on monte un projet, il est bien de le partager déjà avec un expert du chiffre. On peut appeler ça expert comptable, mais c'est un expert du chiffre. On est son maître de l'art, c'est-à-dire que on prenait tout à l'heure le cas d'une esthéticienne. Je monte un projet de cabinet esthétique. Mon métier c'est l'esthétique, c'est pas forcément les chiffres. Donc il est quand même bien de s'entourer d'un expert du chiffre. Et puis de bien présenter son projet. Encore une fois, si on a envie de séduire son banquier, faut... C'est plutôt sage de la part du banquier, effectivement, de lui demander de bien s'entourer finalement. Bien sûr, oui. C'est plutôt un très bon conseil de la part du banquier. Et donc c'est pas inutile, parce que c'est ça quand même ce qu'il y a de sous-jacent dans la question d'Aurélie, je pense. C'est utile. Et j'ai même envie de dire, faut aller voir son expert comptable, mais il faut aussi, encore une fois, vous savez, je répète ici, je le martèle, c'est de se faire accompagner. Il y a des grands réseaux d'accompagnement quand on veut monter un projet d'entreprise. Kéra le disait tout à l'heure, il y a des réseaux d'accompagnement féminin, il y a des réseaux d'accompagnement généraliste, il y a des réseaux d'accompagnement pour ceux qui ont moins de moyens financiers pour se faire financer. C'est de se
tourner vers ces réseaux d'accompagnement pour, ne pas rester seul dans son projet, le partager. On ne vous voilera pas votre projet. Hein. L'idée de dire j'ai l'idée en or, je ne veux surtout pas la véhiculer parce qu'on va me la piquer, mon idée. On ne va pas vous la piquer, votre idée, parce qu'il faut être courageux pour monter. Il faut se faire accompagner dès le départ, hein, parce que c'est ça, hein, vraiment. Dès le début, dès l'idée. Dès l'idée, il faut la partager. On prend cette habitude. On peut la partager avec son cercle d'amis, collègues, etc. Mais après, il faut vite sauter le pas pour se faire accompagner par un réseau d'accompagnement, par des professionnels. Sofiane. Une question pour vous, Jonathan Gauzard. Vous êtes notre expert recrutement du jour. C'est Olivier qui nous dit qu'il est courtier en assurance et qu'il n'arrive pas à recruter un junior. Il écrit « J'ai posté une annonce avec un salaire plus que confortable et du télétravail. » On y revient. Mais je ne reçois pas de candidature. Comment faire ? Oui, donc c'est effectivement une situation qui se produit souvent. Donc là, en l'occurrence, le sujet du télétravail, effectivement, se questionner si c'est la clé. Sur le fait de mettre en avant la partie salariale, etc., le gros package, c'est plus seulement là-bas, c'est plus indispensable. Le salaire, il est important, c'est ce que regardent les candidats en premier lieu. Mais derrière, il y a cette question de souplesse, de flexibilité. Il y a aussi les avantages qu'on propose à côté. Il y a le sens, les valeurs de l'entreprise. Et notamment, j'écoutais l'émission d'hier, vous parliez de la génération Z de Sofiane. Voilà, c'est un sujet, les valeurs de l'entreprise, c'est très important. 70%, Harris Interactive, octobre 2023, disait 70% des jeunes peuvent refuser une offre d'emploi si l'entreprise est polluante. Donc ça montre bien que la question des valeurs et du sens, elle est importante. Donc il faut se mettre en accord avec cette génération-là si on cherche un junior. Exactement. Et là, en l'occurrence, on est sur un junior, donc je pense qu'il est directement lié à ça. Après, attention aussi, dans le cas d'un junior, on a tendance dans l'offre d'emploi à, vous savez, détailler énormément toutes les missions que le salarié aura à faire. L'offre d'emploi, c'est une vitrine de l'emploi. C'est pas une fiche de poste. Donc ça, on faut essayer d'être vigilant parce que un junior va dire, non, je réponds pas à la catégorie 1, à la catégorie 2, donc je ne postule pas. On risque de se priver de candidature. Donc, alléger les missions dans l'offre d'emploi, 3-4 missions centrales, et après, on fait un entretien pour ouvrir le dialogue. Sofiane. L'actu du jour, c'est l'effet limité de congés illimités. C'est un article de 20 minutes qui nous présente cette tendance, poser des jours quand on veut et autant qu'on veut, des vacances à volonté en quelque sorte. Un concept développé aux États-Unis. Plusieurs entreprises françaises s'y mettent. Dans l'une d'entre elles, la DRH explique que les salariés prennent en moyenne 1 semaine de congés supplémentaires par rapport à avant. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Jonathan ? Disons que, j'ai envie de dire, faut tester. Ça fait partie de la souplesse, de la flexibilité que je rabâche depuis tout à l'heure, mais ça peut attirer sur une offre. Il y avait eu à un moment donné les espaces de sieste dans les entreprises, les espaces d'échange entre salariés. Donc je dis pourquoi pas. On a aussi des entreprises, j'ai lu des entreprises qui mettaient en place ce dispositif. Il y avait des salariés qui prenaient aussi moins de congés que ceux qu'ils avaient droit habituellement. Donc vrai, attention aussi à l'ambivalence. C'est peut-être un conseil à donner aux courtiers, c'est de mettre les congés illimités. Exactement, mais voilà. mais attention quand même, parce que par rapport à d'autres pays dont on parle, en France, on a déjà beaucoup de congés. On a beaucoup de congés, c'est vrai. On ne peut pas en donner moins que ce à quoi ils ont droit, les salariés. Donc, parce qu'effectivement, je pense que l'effet peut-être un peu contre-intuitif, c'est que les gens vont avoir tendance à en prendre moins. Et ça, en France, on ne peut pas. Donc attention quand même, c'est très réglementé. Allez, les résultats de la question du jour, Sofiane. Oui, parce que vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous ne prenez aucun jour de congé pour y répondre tous les jours sur nos réseaux sociaux de BFM Business. La question était donc sur le télétravail. Faut-il craindre une explosion des bureaux vides en France ? Eh bien, vous êtes assez partagés. C'est oui sur LinkedIn à 49%, oui sur X à 60% et oui chez les plus jeunes, 64% sur Instagram. Donc les plus jeunes sont un petit peu plus pessimistes concernant ces bureaux vides en France, en entreprise. La question de demain. On va parler de l'IA encore et toujours, l'impact de l'IA sur votre vie professionnelle. Est-ce que vous êtes optimiste parce que vous considérez que ça va augmenter votre cadence et la qualité de votre travail, ou est-ce que vous êtes pessimiste et vous considérez que c'est un risque de voir votre job disparaître ? Vous répondez sur les réseaux sociaux de BFM Business et on en parle demain avec nos experts. Vous répondez et vous réagissez, vos réactions sont toujours très intéressantes. On remercie nos experts Dimitri Pivot, Kéra Desfamilles, Jonathan Gauzard. Ça a été Jonathan. Très bien. Et c'est bien passé cette première. Magnifique. Et Thierry Meillat, notre juriste. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous, on se retrouve demain à partir de midi. Bah oui, ça a été vous aussi. Ouais, ça a été. Ça s'est bien passé cette reprise. Alors, merci. On revient demain. Et vous continuez à nous poser vos questions. L'émission est en podcast à revoir et en replay. À revoir en podcast et en replay. Dans ce sens-là, c'est mieux. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.